Le chef militaire du mouvement des forces démocratiques de la Casamance, Salif Sadio, se dit favorable à un dialogue sincère selon ses termes, mais hors du continent africain. Le président... La Palestine, on en parle tout le temps. Le Sahel, on commence à en parler. Mais est-ce que vous connaissez vraiment la Casamance? Plus de 40 ans de guerre dans un pays qu'on présente souvent comme un modèle de stabilité en Afrique de l'Ouest. Des milliers de morts, des dizaines de milliers de déplacés, des champs minés, des villages abandonnés et un silence presque total dans les médias internationaux. La Casamance, c'est un des conflits les plus longs du continent africain et pourtant, vous en avez probablement jamais entendu parler. Alors aujourd'hui, je vous propose qu'on plonge ensemble dans l'histoire de cette région. Et pour comprendre pourquoi elle se bat depuis 1982, il va falloir remonter beaucoup plus loin, jusqu'à la colonisation, jusqu'aux décisions prises dans des bureaux à Paris, à Lisbonne et à Londres qui ont redessiné des terres sans demander leur avis aux gens qui y vivaient. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Avant de continuer cette vidéo, je voudrais vous demander juste un truc. De partager cette vidéo avec vos amis, de la liker. Je veux minimum 200 likes dans cette vidéo. Sur ce, je vous souhaite un très bon visionnage et j'espère que vous allez adorer. Déjà, la base, la Casamance. C'est une région située dans le sud du Sénégal. Elle représente environ 1/7 de la superficie totale du pays. Elle est traversée par le fleuve Casamance qui se jette dans l'Atlantique près de Ziguinchor. La Casamance régionale, des forêts tropicales denses, des rizières verdoyantes, des mangroves à perte de vue, une terre fertile. Mais voilà le truc, pour aller de Dakar à la Casamance par la route, il faut traverser un autre pays, la Gambie. Cette petite bande de territoire qui s'enfonce comme un coin dans le corps du Sénégal, ancienne colonie britannique dessinée arbitrairement le long du fleuve Gambien. Concrètement, ça ressemble à ça sur une carte. La Casamance est physiquement coupée du reste du Sénégal par un autre état souverain. Et croyez-moi, cette réalité géographique, elle n'est pas qu'une curiosité sur une carte, elle a tout conditionné. Le développement de la région, son sentiment d'appartenance à la nationalité sénégalaise et la capacité des groupes armés à utiliser les pays voisins comme sanctuaires, mais on y reviendra. Pour comprendre la Casamance aujourd'hui, il faut d'abord comprendre qu'elle n'a pas toujours été sénégalaise, ni même française. Avant que les Blancs ne débarquent, la Casamance faisait partie d'un vaste ensemble politique qu'on appelait l'Empire du Gabou. Un empire fondé par des populations mandingues, multiethniques, qui s'étendait sur une grande partie de ce qui est aujourd'hui la Guinée-Bissau, le Sénégal méridional et la Guinée. Ça, c'est la réalité historique. Et puis, à la fin du 19e siècle, trois grandes puissances coloniales européennes se partagent cet espace. L'Angleterre prend la Gambie et suivant le cours des fleuves, le Portugal s'installe en Guinée-Bissau et la France absorbe le reste, dont le Sénégal actuel, Casamance comprise. Mais voilà le détail qui change tout. La Casamance n'a pas toujours été française de la même manière que le reste du Sénégal. Elle était d'abord sous influence portugaise. Ce n'est qu'en 1888, à la suite d'un accord diplomatique entre Paris et Lisbonne, qu'elle est officiellement cédée à la France. Un accord signé dans les bureaux européens sans que personne en Casamance n'ait été consulté, évidemment. Ce décalage dans l'intégration coloniale va avoir des conséquences durables. Pendant que le nord du Sénégal autour de Dakar et Saint-Louis devient le cœur du projet colonial français, avec ses écoles, ses fonctionnaires formés à la française, ses élites progressivement intégrées dans les structures de l'Empire, la Casamance, elle, reste une périphérie exploitée pour ses ressources, peu administrée, peu investie, peu intégrée. Et c'est là que naît quelque chose d'important, une idée, l'idée d'une différence profonde entre le nord et le sud du Sénégal. Au nord, des populations wolof majoritairement musulmanes, urbanisées et intégrées dans les circuits coloniaux et politiques. Au sud, des populations Diola, majoritairement animistes ou chrétiennes, attachées à des profondes organisations sociales décentralisées, sans chef unique, sans hiérarchie verticale comparable à celle des royaumes du Nord. Cette différence, elle est réelle, mais elle va être durcie par le temps et par des frustrations qui s'accumulent année par année. En 1960, le Sénégal accède à l'indépendance et en ce moment-là, les acteurs politiques casamançais ne réclament pas encore l'indépendance. Ce qu'ils veulent, c'est beaucoup plus modeste. Une meilleure représentation au sein de l'État, une reconnaissance de leur spécificité. Mais très vite, la Casamance est présentée comme le grenier du Sénégal. Ses terres fertiles, ses ressources en bois précieux, ses richesses naturelles sont vantées. Et pourtant, la région reste pauvre. Les routes sont en mauvais état, les infrastructures sont insuffisantes, le désenclavement est une promesse que les gouvernements tardent à honorer. Et par-dessus tout ça, il y a une question foncière. Les lois permettent à des fonctionnaires et des spéculateurs venus de Dakar de s'installer en Casamance dans des conditions avantageuses, au détriment des habitants locaux qui ne possèdent souvent pas de titre de propriété formel. Pour beaucoup de Casamançais, Dakar ne les ignore pas, Dakar les possède. C'est dans ce taureau de frustration qu'un discours va émerger, et c'est un homme d'église qui va lui donner sa voix. En 1982, le point de bascule. Le mouvement des forces démocratiques de Casamance, le MFDC, est fondé en 1982 par l'abbé Augustin Diakoun Senghor, prêtre catholique, figure charismatique,
Homme de conviction, pour lui, la Casamance est une nation distincte avec sa propre histoire. Son intégration au Sénégal n'est pas le fruit d'un choix librement consenti, mais la continuation d'une logique coloniale. Et le 26 décembre 1982, une manifestation rassemble près de 1000 personnes à Ziguinchor. Elle est brutalement réprimée par les forces de sécurité sénégalaises. Cet événement, c'est le point de bascule. Le MFDC abandonne la voie pacifique et opte pour la lutte armée. En 1985, la branche militaire du mouvement est créée. Elle s'appelle Atika, qui signifie guerrier en langue Djola. Les premières attaques commencent. Une guérilla s'installe dans les forêts de Basse-Casamance, l'armée sénégalaise riposte et les civils se retrouvent pris entre deux feux. Le président Abdou Diouf tente d'abord la pression. Ça ne marche pas. Il tente la négociation, qui ne marche pas non plus. Les accords de cessez-le-feu sont signés dans les années 1990. Ils sont violés les uns après les autres. Pendant ce temps, la Casamance paie un prix humain énorme. Des mines antipersonnelles sont posées dans les champs et les forêts. Des villages entiers sont vidés. Entre 30 000 et 60 000 personnes fuient leurs terres. Le tourisme, qui constituait une vraie ressource économique pour la région, s'effondre complètement. La peur s'installe durablement. Et puis, le MFDC commence à se fragmenter. Parce que c'est une constante dans ce conflit, les divisions internes sont presque aussi destructrices que la guerre elle-même. En 1992, une fracture majeure divise le mouvement en un front nord et un front sud. Les leaders se multiplient, les logiques de pouvoir prennent le pas sur la cohérence politique. Et c'est dans ce chaos qu'un homme commence à s'imposer. Salif Sadio. Voilà un nom que vous connaissez probablement pas. Et pourtant, c'est l'homme qui a tenu tête à 3 présidents sénégalais successifs pendant plus de 30 ans. Il est musulman, ce qui est assez inhabituel au sein d'un mouvement dominé par des chrétiens et des animistes Djola. Il prend la tête du Front Sud au début des années 1990 et sa ligne est simple. Pas de négociation, pas de compromis, indépendance totale. Ce qui les distingue, c'est la capacité à survivre. Il tire parti des frontières poreuses entre la Guinée-Bissau et la Gambie. Sous le régime de Yahya Jammeh, lui-même d'origine Djola, la Gambie lui sert ponctuellement de refuge. En Guinée-Bissau, il entretient des relations avec des officiers militaires qui lui permettent de stocker des armes, de soigner des blessés et il finance son mouvement par le trafic de bois précieux en exploitant massivement les forêts de Casamance qu'il prétend pourtant défendre. L'homme qui se présente comme le défenseur du territoire casamançais est en train de le déforester pour payer ses combattants. C'est cette contradiction qui résume assez bien la dérive du MFDC au fil des années. En 2000, le président Abdoulaye Wade arrive au pouvoir avec une nouvelle stratégie, payer les rebelles pour acheter la paix. Résultat, les rivalités entre factions explosent. Tout le monde s'accuse de corruption. Les violences reprennent. En 2004, un accord de paix est signé avec l'abbé Diakoum Senghor, mais le vieux prêtre est affaibli. Son accord ne lie pas les fonctions armées sur le terrain. Les violences continuent. En 2007, l'abbé Diakoum décède à Paris. C'était le seul homme capable de maintenir une unité minimale au sein du mouvement. Avec sa mort, il n'y a plus de figure unificatrice. Le MFDC éclate encore davantage. On se retrouve avec au moins 3 factions armées majeures, chacune avec son territoire, ses financements, ses logiques propres. En 2012, Macky Sall arrive au pouvoir et fait de la paix en Casamance sa priorité déclarée. Des négociations s'ouvrent à Rome sous l'égide de San Egidio, une organisation catholique italienne spécialisée dans la médiation des conflits. En 2014, Salif Sadio annonce un cessez-le-feu unilatéral, mais le calme est fragile. D'autres fractions continuent d'opérer, les mines continuent de tuer. Et puis, il y a janvier 2002, une patrouille sénégalaise tombe dans une embuscade tendue par les hommes de Salif Sadio à la frontière gambienne. 2 soldats sont tués, 7 autres sont captivés vivants. Pour Dakar, c'est une humiliation. Pour Sadio, c'est un message. Je suis toujours là. Pendant 3 semaines, le Sénégal négocie discrètement. La Gambie sert d'intermédiaire. Le 14 février, les 7 soldats sont libérés. Ils sont en bonne santé. Soulagement national. Mais aussi claque politique pour le gouvernement. En mars 2022, l'armée sénégalaise lance une offensive massive, des milliers de soldats, des hélicoptères, des drones. L'objectif, capturer Salif Sadio. Il ratisse la forêt pendant des semaines. Il trouve des camps abandonnés, des caches d'armes, des traces de présence récente. Salif Sadio, lui, est introuvable encore une fois. En mai 2023, un média sénégalais annonce sa mort naturellement dans un village du département de Bignona. L'information est accueillie avec méfiance. Il avait déjà été déclaré mort plusieurs fois. Mais cette fois, le silence dure, aucune réapparition. L'homme semble bel et bien disparu. Le bilan, 43 ans après la manifestation de Ziguinchor, des milliers de morts, des dizaines de milliers de déplacés. En 2020,
2018, 75% de la population casamançaise vivait sous le seuil de pauvreté. Des forêts ravagées, des champs minés, des villages encore abandonnés aujourd'hui. Et en février 2025, le premier ministre sénégalais Ousmane Sonko annonce un accord de paix avec une fraction du MFDC. Mais seulement une fraction, les autres refusent de signer, le cycle continue. La Casamance, c'est l'histoire d'une fracture que la colonisation a creusée, que l'indépendance n'a pas refermée et que des décennies de mauvaise gouvernance ont transformé en guerre. C'est aussi l'histoire d'un mouvement de libération qui s'est progressivement perdu dans ses propres divisions, son banditisme et ses contradictions.